Bonjour, je m'appelle Sylvie Lucier et je suis co-auteure sur 5e rang et avant ça, plusieurs autres émissions. Je sais où je te retrouverai. D'ici la tombée de la nuit, sur le bord de la grève, avec un alibi. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'avais deux passions. J'aimais beaucoup écrire, j'ai toujours aimé écrire et lire. J'étais un peu nerd quand j'étais au secondaire. J'étais dans mes livres beaucoup. Puis j'aimais aussi beaucoup la nature, les animaux. Quand est venu le temps au cégep de faire le choix en quoi j'irais à l'université, j'hésitais entre journalisme. J'avais des rêves comme journalisme international sur les zones de guerre, etc., le correspondant à l'étranger. J'avais aussi beaucoup envie de voyager. Je lisais des Bob Moran, tu sais, qui est un genre de journaliste aventurier. Fait que j'avais les idées romantiques qu'on a à 15-16 ans. Et puis j'aimais aussi donc beaucoup la nature. Puis là, mon père, avec le pragmatisme paternel, a dit: tu vas crever de faim en écriture, va-t'en donc en médecine vétérinaire ou en médecine. Donc, j'ai écouté mon père comme une bonne jeune fille. Je suis allée en médecine vétérinaire, puis je ne l'ai pas regretté. D'abord, j'ai développé là des amitiés que j'ai encore aujourd'hui. Une rigueur, je dirais, dans les études scientifiques qui me sert même à l'écriture pour la construction des intrigues. Et puis, j'ai pu être en contact avec des dizaines d'animaux. Puis finalement, c'est ça qui m'a amené à l'écriture, puis à la télévision avec, par la suite, Bête pas bête. Fait que la boucle a été bouclée. J'ai pu combler mon désir d'écriture, mon amour de la nature et des animaux. C'est ça. Quand je dis que je suis chanceuse, c'est ce que je veux dire. J'étais associée dans une clinique vétérinaire de la Rive-Sud avec des collègues que j'appréciais beaucoup. Et là, il y a un téléphone qui est arrivé chez moi le soir. L'émission existait déjà, Bête pas bête était en ondes depuis quelques semaines. Et puis, il y avait déjà Pierre Poirier qui animait avec une autre co-animatrice vétérinaire. Et puis, ça ne fonctionnait pas. Elle quittait l'émission. Alors, il cherchait une autre vétérinaire pour prendre sa place. Puis moi, comme j'aimais toujours écrire, j'avais écrit plusieurs articles de vulgarisation scientifique dans diverses revues. Je faisais parfois de la radio, je répondais aux questions des gens. Donc, l'Ordre des vétérinaires a donné à la production, qui était Radio-Canada, le nom d'une dizaine de femmes vétérinaires qui étaient plus à l'aise dans les médias. Et puis, mon nom était dans cette courte liste de 10 parce qu'ils voulaient garder Pierre, puis ils voulaient un couple d'animateurs. Donc, c'est ça. Le téléphone sonne chez moi un soir de semaine, et puis là, c'est quand même intéressant, mais je venais juste de m'associer à la clinique, une clinique de référence, la clinique de mes rêves. Fait que j'ai dit non. J'ai dit non, je suis désolée, je viens de m'associer, puis ça va bien. Là, j'ai pas dormi de la nuit. Là, je me trouvais vraiment idiote. Je dis, tu sais, tout le monde, juste rentrer dans le tour de Radio-Canada, c'est excitant. Je dis, non, je vais au moins y aller, je vais au moins essayer. Alors, le lendemain, j'ai rappelé, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que je peux venir faire l'audition? Alors, je suis allée passer l'entrevue, puis l'audition, puis ça a super bien été. Et après ça, j'ai été retenue avec une autre vétérinaire, puis on a chacune tourné une émission test, si tu veux, avec Pierre. Et puis ça a été super bien et super agréable. Puis j'ai fini par avoir le poste. Et au début, il nous avait dit, ce ne sera pas trop long, tu vas pouvoir continuer à travailler quand même, 16 heures semaine. Ça n'a pas été long que c'était plus que 16 heures. J'avais déjà un enfant. J'ai commencé, j'ai réalisé que j'étais tout de suite enceinte du deuxième. En tout cas, tout ça pour dire qu'après quelques mois, ça se pouvait plus. J'ai dû arrêter de pratiquer puis continuer à faire de la télé. Et je suis là depuis ce temps-là. Bête pas bête plus, c'était un concept, en fait, de la télévision britannique. Ça s'appelait The Really Wild Show. Les Anglais, c'était de la BBC, alors ils avaient des moyens qu'on n'aura jamais ici en téléjeunesse. Là-bas, il y avait 3 vétérinaires qui animaient, puis, par exemple, un enfant écrivait « J'aimerais voir un koala », il l'amenait en Australie. Ça n'a jamais été notre cas. Donc, au début, la première année, on copiait, mais on se collait pas mal sur le concept, mais on s'est vite rendu compte qu'on n'avait absolument pas les moyens de faire comme eux, fait qu'on a divergé pas mal du concept initial, d'où le plus. On a gardé le nom Bête pas bête, mais on a ajouté le plus. Fait qu'en bout de ligne, déjà à l'an 2, tout ce qu'on utilisait, c'était le merveilleux visuel de la BBC, visuel animalier, dont on avait gardé les droits. Et puis, on réécrivait notre propre émission avec les moyens qu'on avait, le visuel qu'on savait disponible, et puis
les moyens de Radio-Canada qui étaient plus modestes, mais en même temps, on avait tout le costumier, des maquilleurs extraordinaires. Et là, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup ça, faire des personnages et des sketchs. Et là, pendant 11 ans, on s'est payé la traite. C'était extraordinaire. J'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Tu rentrais dans le costumier de Radio-Canada, c'était magique, là. C'était Alice au Pays des Merveilles, ça n'avait pas de bon sens. Fait que peu importe ce qu'on écrivait de plus fou, notre équipe de concepteurs puis de créateurs arrivait à rendre justice à ça. Fait qu'on avait le palais de Cléopâtre, puis une autre fois un palais médiéval, puis une autre fois on faisait Darwin et l'histoire de l'évolution de l'humanité en 4 minutes, puis il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Avec Pierre, dès le départ, dès la première, il était là à mon audition. Ou non, il n'était pas là à mon audition, il était là, je l'ai rencontré pour la première fois en répétition pour l'épisode de test dont j'ai parlé plus tôt. Et puis, il y a toujours tout de suite eu une complicité. C'était facile de travailler ensemble, on avait beaucoup les mêmes intérêts, beaucoup la même façon de voir les choses. On s'est rapidement rendu compte qu'on aimait ça écrire ensemble, qu'on avait beaucoup de plaisir, bien sûr, à tourner Bête pas bête. Donc, ça a d'abord été une rencontre d'amitié. On est devenus amis très, très rapidement, puis... Après ça s'est transformé en autre chose, mais le plaisir de travailler ensemble, ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans cette année qu'on travaille ensemble, puis ça se dément pas. Là. Souvent, les gens demandent comment vous faites pour écrire à deux. Vous allez sûrement me poser la question éventuellement, puis je vais vous répondre que c'est bien difficile à expliquer. Mais ça marche, ça a tout de suite marché, puis on se complète dans la plupart des choses. Malheureusement, on a la même faille pour ce qui est de l'administration de nos finances, mais à part de ça, ça va bien. 4,5 est arrivé en même temps que Bête pas bête plus. Après quelques années de Bête pas bête plus, Bête pas bête a commencé en 89, puis 4,5 en 93 ou 94. Donc après quelques années, on écrivait bien sûr de la vulgarisation scientifique principalement, mais on écrivait aussi des sketchs qui étaient des courtes scénettes de fiction. Puis on a eu envie d'écrire de la fiction de façon plus sérieuse. Et on répétait Bête pas bête dans les mêmes salles de répétition au 3e sous-sol de Radio-Canada où étaient répétés les téléromans. Alors souvent, les acteurs, les comédiens, ça se laisse traîner, ce monde-là, laissaient traîner leur texte de téléroman. Alors on prenait les textes, on lisait, on regardait un peu la forme, comment c'était présenté, et puis on s'est dit, on devrait écrire un téléroman qui se passerait dans une clinique vétérinaire parce que les gens sont très fascinés par la médecine vétérinaire. Un enfant sur 2 veut devenir pompier ou vétérinaire, je pense, dans la vie, quand ils sont petits. Alors, on s'est dit, OK, on va partir de notre expérience, puis on va écrire une fiction qui se passe dans une clinique vétérinaire de petits animaux. J'ai quand même pratiqué 10 ans. Pierre a été technicien en santé animale aux zoo de Granby aussi pendant 10 ans, avec une connaissance d'animaux de compagnie, des animaux exotiques. Ça devrait marcher. On part ça facile, 4 amis, 2 gars, 2 filles, la chum d'un, la blonde d'un déteste le meilleur ami de l'autre et vice-versa, puis on part avec ça. Fait que ça a donné 4,5, donc c'était en même temps, en parallèle, on l'a développé en parallèle de Bête pas bête. 4,5 a duré 7 ans. Au départ, tu le sais jamais, tu sais, toi, tu trouves ça bon, c'est sûr, puis ta mère aussi, là, mais tu sais jamais comment ça va être accueilli. Malgré tout, l'air de rien, on avait quand même fait nos classes d'écriture télévisuelle avec Bête pas bête parce qu'on écrivait des sketchs, puis on écrivait pour la télé. Donc, quand on est arrivé avec le développement de 4,5, on avait, je pense, un texte ou 2. Un texte, un scène à scène du 2e, une petite bible, la description des personnages, etc. Et on l'a présenté à Radio-Canada, notre diffuseur qui produisait aussi à l'interne à l'époque. Et je me rappelle, c'était Claude Maher, qui était directeur des émissions dramatiques. Et il a lu ça. Et je pense qu'on avait plus d'expérience malgré tout que la plupart des débutants qui écrivent en fiction. Fait qu'il m'a dit « D'où vous venez? » Il a dit, 2 étages en bas, parce que jeunesse était au 7e, puis les dramatiques étaient au 9e, mais il y avait les silos ne communiquaient pas tellement. Alors, ils étaient étonnés de nous voir arriver. Et puis, on a eu la chance que 4,5 soit acheté et produit par Radio-Canada, puis mis en ondes pendant 7 ans. La durée, c'est toujours un cadeau. Hein. On ne sait jamais combien de temps un projet va durer. Normalement, quand un producteur, un diffuseur investissent dans une fiction, ils espèrent au moins 3 ans, peut-être 5 dans le meilleur des cas. On a été bien chanceux parce que 4,5 a duré 7 ans, puis L'Auberge en a duré 15.
Je pense que le secret de la longévité de nos émissions de fiction, nos productions de fiction, ce sont les personnages. On s'investit beaucoup dans nos personnages. Ils sont solides, ils sont vrais. Et le plaisir du long terme, c'est qu'on peut toujours ajouter des couches de complexité. Tu sais, au début, prenons le personnage de Denis dans L'Auberge du Chien Noir que tout le monde a adoré, détesté. Au début, il était vraiment juste détestable. Puis là, après ça, tu ajoutes une mère qui est presque abusive, tu ajoutes un frère qui s'est toujours moqué de lui, tu apprends qu'il faisait pipi au lit quand il était petit tellement il était intimidé, puis tu finis par comprendre puis par aimer le personnage au fil des épisodes, au fil des ans. Fait que je pense que la force de notre écriture, puis le fait que la durée est là, jusqu'à maintenant, on va se croiser les doigts pour 5e rang, c'est ça, c'est les personnages. Ce sont les personnages auxquels les gens s'adaptent. Pour nous, les péripéties, c'est sûr que c'est important, puis ça prend des revirements avant la pause, puis on applique, je ne dirais pas la recette, parce que je ne crois pas qu'il y a une recette, là. Même dans mes gâteaux, il n'y a pas de recette. Imaginez pour l'écriture. Mais on met ça, puis on veut surprendre les gens, puis c'est le fun avec des revirements de situation. Mais l'important, vraiment, c'est les personnages. Et à partir de là, il faut que les gens s'en fassent pour eux. Que je fasse arriver le plus extraordinaire revirement à un personnage dont les gens se foutent complètement, bien, ça ne donnera rien. C'est un revirement pour un revirement. Ça marche dans les films d'action où ils ont des moyens incroyables, mais dans nos téléromans qui entrent dans le foyer des gens, semaine après semaine, il faut qu'il y ait un attachement avec le personnage, puis tu t'en fasses pour lui, donc ça t'importe ce qui va y arriver. Prendre la décision de laisser la médecine vétérinaire, ça a été une grosse décision parce que je quittais quelque chose de quand même assuré pour devenir pigiste. Puis au départ, Bête pas bête, comme ça n'avait pas bien été avec la première animatrice, il me signait des contrats de 3 semaines en 3 semaines. Fait que je signais pour 3 émissions. Au début, je ne signais pas pour une saison complète. Fait que ça a été, c'était se lancer dans le vide sans filet. C'est pour ça que j'ai gardé mon permis d'exercice, puis j'ai continué à faire la formation continue pendant presque 10 ans, me disant toujours, bon, si vraiment ça va mal, puis j'ai plus de contrat, je pourrais revenir. Fait que le plus difficile, ça a été d'arrêter ça, de décider, OK, cette année, je ne suis plus membre de l'ordre professionnel, j'arrête de faire les formations continues, je ne suis plus vétérinaire, je n'ai plus le droit d'exercice. Ça a pris presque 10 ans avant que je fasse ça. Puis oui, ça a été un gros sacrifice. Parce qu'avant ça, parfois, je faisais des remplacements chez des amis. Puis j'ai longtemps eu la nostalgie. Les gens vont rire, mais rentrer dans une clinique vétérinaire avec l'odeur de la clinique, des animaux, ça me faisait toujours un petit quelque chose. Puis le contact quotidien avec plein d'animaux différents. C'est très tactile, la médecine vétérinaire. Tu touches à des animaux, tu palpes parce qu'ils ne peuvent pas te dire où ils ont mal. Des fois, il y en a qui ont peur ou qui sont agressifs. Trouver quel bout je vais le prendre, comment je vais faire pour le rassurer, parce que souvent, tu leur fais mal, puis en même temps, il y en a 90% qui vont se laisser faire pareil puis qui ne seront pas agressifs. Ce contact-là, même encore à ce jour, je ne peux pas voir un chat sur la rue sans arrêter puis le flatter. Notre loisir à Pierre et moi, c'est l'observation d'oiseaux ou de poissons. Fait qu'on on fait du snorkeling ou de l'ornitho quand on va en vacances. La passion des animaux puis le plaisir du contact avec la nature, en général, les animaux en particulier, ne m'a jamais quitté. J'ai réussi à le sublimer autrement. Puis j'ai encore mes amis vétérinaires qui me racontent leurs mésaventures de pratique. Fait que je le vis par procuration. Notre travail principal, c'est de fournir un scénario qui va être tourné et tournable dans les moyens de production qu'on a. Fait que notre premier devoir, c'est d'écrire le meilleur texte possible avec les contraintes qui viennent avec les budgets dans lesquels on vit au Québec et au Canada aussi. Il y a plus de budget au Canada anglais, mais malgré tout. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien parce qu'on vient de la télévision jeunesse où les budgets sont assez faméliques. Donc, 11 ans de Bête pas bête, je pense, nous a permis de vendre 4,5, qui était un projet qui était réalisable dans les moyens de l'époque, on le savait, a permis qu'on fasse 15 ans d'Auberge qui était presque toujours en studio, mais en optimisant. Et tout le monde qui est sur une production, donc avec les budgets qu'on a, fait des miracles et c'est reconnu partout. C'est pour ça que nos techniciens en cinéma ou en télévision sont reconnus partout dans le monde parce qu'on est habitué de faire beaucoup avec peu puis de tirer le maximum de nos moyens. Donc, notre premier devoir, c'est ça, c'est d'écrire le meilleur scénario possible, mais qui soit malgré tout réaliste et réalisable dans les paramètres de la production dans laquelle on est. Par la suite, mais par la suite, on le remet à d'autres, il est lu, on le corrige.
Et la création des autres va embarquer, puis il faut leur laisser la place. On n'écrit pas un roman. Alors là, le réalisateur va entrer là-dedans, puis avoir sa vision, ses angles, la façon dont il va diriger les comédiens. Tout ça va ajouter. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça dénature le projet. Il faut qu'on fasse tous la même émission. Mais en se parlant beaucoup, puis avec respect entre les divers niveaux de création, on y arrive. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de laisser aller ton projet. Si tu vois que ça dérape, puis il y a quelqu'un qui est complètement à côté de la trappe, oui, on va intervenir. Mais c'est vraiment rare qu'on va dire non, ça ne marche pas, puis il faut refaire la scène. Ça arrive presque jamais là, dans les pas 30 ans d'écriture de fiction, mais 25 ans d'écriture de fiction qu'on a fait. Sinon, on est curieux, puis on est notre premier très bon public. Là, sur 5e rang, on reçoit les rushs, c'est-à-dire les tournages à chaque jour. On les regarde à chaque jour, c'est notre récompense. Sont-ils rentrés? Souvent, c'est à l'heure du dîner, avant le dîner, après le dîner. Des fois, on passe le lunch à regarder ce qui a été tourné la veille, et on est toujours agréablement surpris puis très content. Fait que c'est ça, tu as plein de niveaux de création. Je parlais du réalisateur, tu as les comédiens aussi qui vont s'approprier le personnage, leur ajouter leur touche personnelle. Et c'est pour ça aussi que j'aime le long terme de l'écriture du téléroman, parce que là, on peut profiter de la part de tout le monde. Là, je vois ce qu'un comédien ou une comédienne fait du personnage. Ensuite, quand j'écris d'autres scènes de ce personnage-là, je vais dans leur ligne de force, tu sais. On ne va pas combattre le courant, on veut tous aller dans le meilleur. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis après ça, bien sûr, il y a le monteur ou la monteuse qui va ajouter aussi sa création. Des fois, tu sais, les scènes sont tournées, puis après ça, au montage, on se rend compte, oups, celle-là, ça irait mieux si elle était là, ou là, ou là, ou il y a beaucoup de... Ça, c'est un casse-tête dont on se mêle très peu. Parfois, on est consulté, souvent, les épisodes sont trop longs, qu'est-ce qu'on coupe, Fait que oui, on intervient à tous les niveaux, mais on n'est plus maître d'œuvre aux autres niveaux, là. Tu sais, on laisse la place, comme je dis, à la créativité de d'autres. Puis c'est bien correct. Puis après ça, tu as la musique. Puis après ça, il y a bien du monde qui travaille sur des émissions. Puis toute l'équipe technique aussi. Le directeur photo apporte aussi son grain de sel. Même quand on a vu Je parle beaucoup, hein? Quand on a vu la ferme, le lieu de 5e rang, que l'équipe qui trouve les lieux de tournage avait trouvé, ça aussi, c'est inspirant là, quand ça s'incarne pour vrai. C'est bien excitant. Quand on a choisi l'univers de l'Auberge du Chien Noir, on cherchait un univers où il va y avoir des allées et venues, un peu comme la clinique vétérinaire, des clients qui viennent parce que c'est le fun, ça ajoute de l'eau au moulin, tu sors un peu de ton bloc de personnages. Puis en bout de ligne, on s'est rendu compte qu'on se servait très peu des clients parce qu'on avait une bonne galerie de personnages au départ. On n'a pas fait beaucoup de recherches, on s'est lancé là-dedans un peu naïvement. De toute façon, on est parti d'un non-sens, tu n'as pas le droit de léguer une auberge à ton chien. Une auberge à ton chien, c'est pas légal ici. Donc, on a triché déjà avec la réalité. Et puis, selon les besoins, oui, on s'informe, puis on peut appeler des professionnels, on a ça. Et puis, ce qui est assez drôle dans le cas de l'Auberge du Chien Noir, c'est que la réalité a rejoint la fiction. Ma sœur a acheté une auberge dans Charlevoix, puis Pierre et moi, on s'est associés. Alors, finalement, en bout de ligne, on était aussi propriétaires d'une auberge, mais c'était a posteriori, c'était pas avant, puis c'était par hasard, mais c'est les drôles de hasard de la vie. Donc, on s'est lancé là-dedans de façon assez naïve, parce qu'on se disait que c'était un milieu riche, pour la clientèle. Puis, en bout de ligne, c'est ça, on n'a pas tant eu besoin de nos clients dans l'histoire parce que nos personnages de la famille Trudeau puis les autres qui gravitaient autour étaient assez riches. Puis on a créé plusieurs univers parce qu'il y avait l'auberge, mais il y avait aussi un restaurant, il y avait aussi un journal de quartier, il y avait aussi des investisseurs immobiliers dans le bureau de Philippe. Puis après ça, il y a eu une compagnie de production d'émissions de télé, puis Philippe a fait de la télé. Fait qu'il y avait plusieurs univers qui s'entremêlaient, donc c'est comme ça qu'on a bâti tranquillement tout l'univers de l'auberge. Bien, écrire, c'est écrire. Peu importe le médium pour lequel tu écris, raconter une histoire, ça reste... tu sais, il y a toujours des personnages, des péripéties, des revirements. Peu importe que l'émission soit diffusée sur le web, que ton histoire soit diffusée au cinéma ou sur la télé, ou peu importe l'écran, l'importance d'un bon scénario va toujours rester. Fait que je pense que... Puis, en plus, la multiplication des plateformes fait qu'il y a une demande pour des bonnes histoires. Le problème, et ça, c'est assez complexe, je ne suis pas sûre qu'on veut se lancer là-dedans ici, mais le problème, c'est de protéger nos créateurs et notre créativité d'ici parce qu'on est de plus en plus envahis de productions qui viennent de l'extérieur et qui sont très facilement disponibles, ne serait-ce que par les plateformes comme Netflix. Donc, c'est
comme société, de s'assurer qu'on a les mécanismes pour continuer à être capable de produire de la fiction, puis de la diffuser, puis qu'elle soit disponible. L'accessibilité à nos produits est importante, mais ça, c'est au niveau de la législation. Et là, on s'embarque dans le CRTC, puis etc. J'ai été 18 ans sur la SARTEC, qui est la Société des auteurs en radio, télévision, cinéma, dont 6 ans présidente, 3 mandats à la présidence. Je pourrais vous en parler. Pas sûr que ce serait bien excitant. Mais c'est sûr que j'ai mon opinion à ce sujet-là. Mais pour en revenir à mon travail de scénariste, quand j'écris, là, sincèrement, je ne me bordre pas du public cible, je ne me bordre pas de la plateforme, je n'écris que la meilleure histoire possible. Chaque fois que je commence un texte, un épisode, j'essaie qu'il soit le meilleur possible. Ça, c'est mon travail à ce moment-là. Après ça, ça m'appartient plus ou moins. T'sais, les gens, est-ce qu'ils vont l'écouter? Est-ce qu'ils vont être... Je peux pas... J'écris comme j'écris. Même si je voulais, je ne serais pas capable d'écrire comme quelqu'un d'autre. T'sais. J'ai l'âge que j'ai, les expériences que j'ai. Fait que j'essaie... Notre premier public, c'est Pierre et moi. Il faut qu'on aime ce qu'on écrit. Puis il faut être honnête envers notre histoire puis envers l'univers qu'on a créé. Fait que... Il y en a d'autres, beaucoup d'autres, vraiment beaucoup, beaucoup d'autres qui s'en font pour la cote d'écoute, puis comment ça va être reçu, puis les jeunes vont-ils aimer ça. Puis, honnêtement, l'important, là, et ce qui est difficile, c'est de ne pas laisser toutes ces inquiétudes-là percoler jusqu'à nous autres, puis cramper notre style. C'est d'essayer de protéger notre bulle. Puis, à ce stade-là, c'est plus difficile qu'avant, effectivement, parce qu'il y a plus d'inquiétudes au niveau de la cote d'écoute. Fait que tu sais, on ne vit pas désincarné. Fait que protéger ta bulle d'écriture, le moment où tu es bien puis que tu vas penser juste à ton histoire, c'est plus difficile qu'avant. Ça, c'est certain. Mais écrire, ça reste toujours la même chose. Raconter des histoires, je suis sûre que c'est le premier métier du monde. Tu regardes dans les cavernes, tu regardes dans les grottes, les histoires de chasse, je suis sûre que la bête était plus grosse, puis il en a tué plus, puis il était meilleur que ce qui était pour vrai. C'est vraiment, ça fait partie de l'humanité. On a besoin de raconter des histoires puis de s'en faire raconter. Fait que Pierre et moi, on raconte des histoires. Après ça, bien, où est-ce qu'elle se retrouve puis comment elle se retrouve là? On a quelque chose à voir là-dedans, mais de façon indirecte. Comme je te dis, j'essaye, en vieillissant aussi, tu essaies d'aller à l'essentiel. Puis pour moi, l'essentiel, c'est de préserver mon plaisir puis ma capacité d'écrire dans un milieu plus dur qui était, effectivement. C'est certain que pour écrire 24 heures, 24 épisodes ou 26 dans le cas de l'auberge par an, tu ne peux pas attendre que l'inspiration te visite. Alléluia! Non, il faut se mettre devant l'ordi à tous les jours. On écrit chez moi, on a un espace dédié dans le bureau. Il faut écrire à peu près un épisode par 2 semaines. Avec les réécritures, bien, ça nous donne nos 24 épisodes par an. Donc, mais tu n'es pas efficace plus que 4 à 5 heures d'écriture. Fait que on essaie d'être... Pierre arrive chez moi vers 9h, 8h30. On me mère pendant 1 heure à peu près. On prend un café. Même si on se voit tous les jours, on a toujours quelque chose à se dire. Et après ça, on se met à écrire. Puis c'est à peu près 4 heures par jour. J'ai pas d'objectif ferme, mais la réalité est que si on veut écrire un épisode d'à peu près 10 000 mots il faut écrire à peu près 1000 mots par jour pour arriver en 10 jours à un épisode. Ça a l'air facile mathématiquement, mais c'est pas toujours aussi simple. Des fois, la vie te rattrape, puis il y a des moments où tu es moins efficace, puis il y a encore des pages blanches, comme les steppes de Sibérie, où tu as l'impression que tu verras jamais le bout, là. Donc, ça arrive toujours, mais on finit toujours par remplir nos obligations et respecter à peu près les deadlines. C'est sûr que quand une émission de fiction se termine, l'auberge ou 4,5, c'est vraiment très difficile. Dieu merci pour l'auberge qui a duré 15 ans. On avait vécu ça avec 4,5, puis l'ampleur de notre peine et de notre deuil nous a surpris nous-mêmes. On le savait que ça s'en venait, c'était notre décision d'arrêter 4,5. C'était une émission sur les débuts dans la vie, premier couple, premier enfant, première job. Et à un moment donné, quand tu as eu bien des premières, tu ne peux pas être en première tout le temps. Fait qu'après 7 ans, le tour des premières était pas mal fait. Mais puis on s'était dit, OK, quand on va écrire la fin du dernier épisode, là, ça va être notre deuil à nous deux. Là. On sait qu'on n'écrira plus ces personnages-là, on n'entendra plus leur voix. OK. Fait qu'on écrit le dernier, on se prévoit des vacances, ça va bien aller. Mais là, nous autres, c'est imbécile, mais quand on revient, là, il y a le dernier tournage, la dernière scène de un tel, la dernière diffusion. On a été 1 an de dernière, puis on est sur le derrière après toutes ces dernières. On a trouvé ça vraiment dur. Fait que pour l'auberge, on savait que ce serait
chaque année qui passait, après la 8e année, chaque année était un bonus. C'est OK, ils vont-ils nous renouveler? Ah, ils nous renouvellent. Ah, OK. Là, ah, OK, ils nous renouvellent. Une fois, ils nous ont même renouvelé pour 3 ans, du jamais vu, on ne se pouvait plus. Mais là, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, et là, on en était au point où ça ne viendrait pas de nous. C'est ce qu'on a dit à Radio-Canada. Nous autres, c'est une saga familiale, on connaît les personnages, on peut mettre un autre univers, on peut mettre l'emphase. Il y a tellement de personnages et de possibilités, et en plus, on les aime tellement, et les personnages, et les personnes derrière les personnages et l'équipe, que ça ne viendra pas de nous. Et on savait aussi que ce serait la dernière fiction produite à l'interne de Radio-Canada. C'est la fin d'une époque, la fin de l'auberge. On ne se sentait pas capable, ni un ni l'autre, de le faire. Fait que c'est vous autres qui allez prendre la décision. Nous, là, on ne sera pas capable de le faire. Fait que, c'est ça, la décision est venue après 15 ans, puis ça a été dur, mais en même temps, on avait tellement fait un beau voyage, puis c'était tellement inespéré toutes ces années-là que c'était correct aussi. On a fait des parties, puis on continue à se voir. On fait un souper avec... on envoie toujours 20-25 invitations, puis on est souvent à 15-16. Puis à chaque fois qu'on se retrouve, c'est comme Noël, là, c'est comme la famille. Fait que ceux avec qui on est devenus très amis, bien, ça va rester des amis. Ça, c'est certain. Puis c'était fait que j'ai pas... Il n'y a aucun... tu sais, pas, c'est fini, pas du tout. On le savait que c'était rendu là, fait que j'ai pas de sentiment négatif. C'était juste la peine de voir l'univers éclater. Puis ceux qu'on a envie de revoir, bien, on les revoit, là. C'est tout, là. Tu t'arranges, puis... Fait qu'on fait des jeudis du Vieux-Lac, dans le Vieux-Lac-Prairie, chez nous, puis tout le monde vient souper, puis c'est bien plaisant. Ça arrive, oui, que je me fasse reconnaître, pas si souvent, puis c'est juste plaisant, là, jamais assez pour que ce soit dérangeant. C'est surtout bête, pas bête, parce que les gens me reconnaissent encore ou reconnaissent ma voix. Souvent, les gens vont se retourner, puis « Oh, je le savais, c'était vous! » Ils reconnaissent ma voix. Bête, pas bête a eu beaucoup d'impact, et ça a été très drôle parce que les fans de Bête, pas bête ont vieilli. Fait qu'au début, c'était des enfants, puis après ça, c'était des jeunes adultes, puis après ça, j'allais m'acheter des chaussures, puis c'était la vendeuse de souliers, puis après ça, j'allais m'acheter d'assurance, puis c'était le vendeur d'assurance, puis là, c'est rendu le banquier. Fait que ça, la génération continue, mais à chaque fois, c'est vraiment très, très sympathique. Puis souvent, c'est sûr, c'est un métier de divertissement. Pour moi, c'est ça, l'important, c'est de divertir. Bête pas bête, il y avait aussi la notion de vulgarisation scientifique, puis de faire aimer la nature et les animaux. C'était déjà valorisant en soi, mais là, c'est vraiment juste drôle puis agréable quand les gens parlent de ça. Puis pour les téléromans, du fait que j'ai été animatrice, les gens... C'est facile pour eux de m'identifier. Fait que oui, parfois, ils me posent des questions. Puis là, tout le monde veut savoir qui a tué Guy. Puis, mais ça, encore là, c'est sympathique. C'est jamais dérangeant. Quand les enfants étaient petits, je me rappelle d'une fois où ça a dérangé ma fille, mais on était aux Zoo de Granby. Je suis aux Zoo de Granby du temps où Bête pas bête était en onde avec mes enfants. Et là, ma fille avait l'impression que tous les enfants venaient me poser des questions auxquelles leurs parents n'étaient pas capables de répondre. Émilie, je me rappelle, elle est allée bouder dans la salle de toilette. Elle trouvait que sa mère était trop populaire. Je sais où je